Les maladies cardiovasculaires représentent la principale cause de morbimortalité chez les sujets âgés et sont en constante augmentation du fait du vieillissement de la population. Les modifications anatomiques et fonctionnelles physiologiques du cœur du sujet âgé doivent être bien connues afin d'interpréter à leur juste valeur les anomalies échocardiographiques rencontrées. Ces modifications sont aujourd'hui bien décrites grâce aux études épidémiologiques longitudinales. Nous soulignerons également la place incontournable de l'échocardiographie en tant qu'outil diagnostique en pratique clinique chez le sujet âgé. Les modifications anatomiques et fonctionnelles du vieillissement du système cardiovasculaire sont de mieux en mieux connues chez l'homme grâce au développement de méthodes d'investigation non invasives. Le vieillissement du couple aorte-ventricule gauche est à prendre en considération car interdépendant. Au cours du vieillissement du système artériel, il existe sur le plan anatomopathologique une fragmentation des fibres élastiques et une accumulation du collagène, responsable d'une dilatation modérée de l'aorte, d'une altération de la compliance des gros troncs et de la fonction d'amortissement de l'onde systolique, d'où l'augmentation de la pression pulsée. Au niveau cardiaque, on note une diminution des myocytes, une hypertrophie des myocytes restants, une modification du phénotype de l'isoenzyme de la myosine et une altération de la matrice extracellulaire. Ces lésions sont responsables de modifications anatomiques et fonctionnelles physiologiques. L'hypertrophie ventriculaire gauche est ici adaptative. Selon la loi de Laplace, le maintien d'une contrainte pariétale normale, malgré une augmentation de post-charge, implique une hypertrophie pariétale selon la formule suivante. En réalité, les études récentes de Framingham montrent que plus qu'une réelle hypertrophie ventriculaire gauche, c'est un remodelage ventriculaire gauche qui est le plus souvent observé, caractérisé par un épaississement pariétal, une diminution de la cavité ventriculaire gauche, si bien que le rapport H sur R augmente, sans réelle hypertrophie ventriculaire gauche. Une modification du remplissage ventriculaire gauche à type d'anomalie de relaxation et de la relation pression-volume télédiastolique, déviée en haut et à gauche, est également observée. Cependant, les conséquences fonctionnelles de ces troubles de remplissage sont souvent négligeables dans les conditions normales. Elles deviennent significatives dans les situations extrêmes, comme la tachycardie, ou lors d'associations pathologiques, comme une poussée d'hypertension artérielle, une ischémie myocardique, un passage en fibrillation auriculaire. Par contre, la fonction pompe est généralement conservée. Plusieurs études échocardiographiques ont confirmé les études nécropsiques qui montrent que l'épaisseur des parois du ventricule gauche augmente progressivement avec l'âge, mais de façon très modérée, puisque les parois ne dépassent pas en règle la limite supérieure à la normale, soit 11 mm. L'augmentation serait de l'ordre de 0,3 mm par décade. Une augmentation physiologique de la masse ventriculaire de l'ordre de 15% a été constatée à un âge avancé. La Cardiovascular Health Study porte sur une cohorte de 5201 sujets de plus de 65 ans et étudie les effets de l'âge, du sexe, de l'hypertension et d'une coronaropathie sur la masse ventriculaire gauche. La masse ventriculaire gauche rapportée au poids corporel augmente lentement avec l'âge, de moins de 1 g par an. Une modification de la géométrie du ventricule gauche a été signalée par plusieurs auteurs, parfois associée à un bourrelet septal sous-aortique. Les diamètres télésystoliques et télédiastoliques changent peu. Gardin constate une légère diminution de ces diamètres avec l'âge. L'âge induit une augmentation significative du diamètre de l'oreillette gauche, surtout après 70 ans. De même, le diamètre de l'aorte ascendante croît progressivement avec l'âge. On parle de dilatation lorsque ce diamètre dépasse 40 mm. Parallèlement, le diamètre de l'anneau aortique augmente légèrement
alors que celui de la chambre de chasse du ventricule gauche a tendance à décroître. Selon Roman, le diamètre de l'aorte ascendante mesuré au-dessus des sinus de Valsalva est, chez le sujet normal, uniquement influencé par l'âge. Des modifications liées à l'âge prédominent sur les valves du cœur gauche et sont liées au vieillissement cellulaire d'une part et à l'augmentation de la post-charge d'autre part. Si bien que les lésions peuvent être de deux types. Dégénérescence fibroélastique avec fragilisation et amincissement des valves et des cordages, ou épaississement par fibrose et calcification. Une petite fuite physiologique est fréquemment retrouvée au niveau des valves du cœur gauche chez le sujet âgé, sans conséquences fonctionnelles. La prévalence des calcifications de l'anneau mitral vues en échocardiographie augmente avec l'âge. Schématiquement, elles peuvent avoir deux localisations. Au niveau de l'anneau mitral postérieur, dans le sillon formé par la valve mitrale postérieure et l'endocarde de la paroi postérieure du ventricule gauche. L'amas calcaire prédomine généralement sur l'hémicirconférence postérieure de l'anneau, en prenant un aspect d'écho très brillant. On le visualise habituellement dans les incidences parasternales grand axe, petit axe et apicales 4 cavités. Le jeu de l'extrémité des valves n'est habituellement pas touché par les calcifications, qui peuvent cependant entraîner une immobilité du corps valvulaire et provoquer une insuffisance mitrale, et beaucoup plus rarement, un obstacle au remplissage ventriculaire gauche. Lorsque ces calcifications progressent, elles peuvent s'étendre dans le myocarde ventriculaire avoisinant, fuser vers l'oreillette gauche ou descendre sur la paroi libre du ventricule gauche. Ces calcifications sont responsables d'une perte de la contraction systolique de l'anneau mitral. Elles favorisent donc l'insuffisance mitrale. Au niveau de l'anneau mitral antérieur, les calcifications se développent d'abord à la base d'insertion de la valve mitrale antérieure au contact de l'anneau aortique et se prolongent parfois sous forme d'une coulée calcaire en avant du corps de la grande valve. La prévalence des calcifications de l'anneau mitral est de 10% chez les hommes et de 16% chez les femmes dans la cohorte de 1159 sujets de l'étude de Framingham. La présence de calcification de l'anneau mitral a été corrélée à la survenue d'accidents vasculaires cérébraux et aux autres marqueurs d'athérosclérose. Avec l'âge, on observe un épaississement progressif des valvules cardiaques. L'épaississement des sigmoïdes aortiques s'accompagne d'une calcification plus ou moins importante des valves. Les dépôts calcaires s'accumulent au niveau des nids sigmoïdiens, sur la face artérielle des sigmoïdes, débutant à l'insertion des valves et progressant vers leur partie moyenne, le bord libre étant rarement atteint. Ces calcifications, qui généralement respectent les commissures, sont susceptibles d'entraîner sténose et fuite aortique. La prévalence des valvulopathies liées aux calcifications des sigmoïdes aortiques a été étudiée par échocardiographie chez 501 sujets âgés de 75 à 86 ans dans le cadre de l'étude Helsinki Aging Study. Des calcifications modérées sont observées chez 40% des patients et 13% présentent des calcifications diffuses de l'anneau aortique. La prévalence du rétrécissement aortique valvulaire est de 2,5% à 75 ans et de 8% à 85 ans. La prévalence des régurgitations aortiques liées aux calcifications est de 29%. Il s'agit le plus souvent de fuites minimes à modérées. Les travaux du Dr Otto montrent que les lésions dégénératives des valves aortiques sont très proches de celles de l'athérosclérose, mais qu'il existe une certaine spécificité. D'un point de vue clinique, il apparaît que la présence d'une sclérose valvulaire va de pair avec une mortalité accrue de 50%, peut-être du fait des liens entre coronaropathie quiescente et sclérose valvulaire.
Une hypertrophie septale sous-aortique est fréquemment associée à la sténose aortique du sujet âgé. Cette coudure septale rend difficile la mesure précise du diamètre de la chambre de chasse du ventricule gauche, et donc l'évaluation de la surface par équation de continuité. Les études anatomopathologiques montrent la fréquence des franges graisseuses épicardiques chez le sujet âgé. Celles-ci n'ont pas de retentissement fonctionnel. Cependant, elles peuvent parfois réaliser un piège diagnostique quand elles sont épaisses, hypoéchogènes, simulant un épanchement péricardique. Les études effectuées en échocardiographie comme en Doppler montrent que la fonction ventriculaire gauche systolique est maintenue au repos chez le sujet âgé. Il existe une diminution significative entre 30 et 70 ans de la vitesse maximale du flux aortique, parallèle à la dilatation du diamètre aortique. À l'effort, le volume d'éjection et le débit sont maintenus grâce à une augmentation des diamètres télédiastoliques et télésystoliques. Cependant, les capacités globales d'effort diminuent avec l'âge, du fait d'une diminution de la fréquence cardiaque maximale de type cœur bridé. Les études récentes en Doppler tissulaire montrent une diminution de la contraction longitudinale chez le sujet âgé, alors que la contraction radiale reste normale. Les altérations de la fonction diastolique liées à l'âge prédominent au niveau du remplissage précoce. Les modifications sont connues de longue date, car elles sont responsables en mode TM d'une diminution de la pente EF de la valve mitrale. L'étude du flux transmitral en Doppler fait apparaître chez les sujets âgés les modifications suivantes. Allongement du temps de relaxation isovolumique, diminution de l'amplitude de l'onde E de remplissage rapide, allongement du temps de décélération, augmentation de l'onde A de remplissage télédiastolique contemporain de la systole auriculaire, diminution du rapport E sur A, témoignant du rôle accru de la systole auriculaire chez le sujet âgé. Dans l'étude de Framingham, le rapport E sur A est de l'ordre de 2,2 à 20 ans, 1 à 60 ans et 0,6 à 75 ans. Miyatake retrouve une relation linéaire entre l'âge et le rapport A sur E selon la formule suivante. Pour Aguirre, un rapport E sur A inférieur ou égal à 0,6 est à considérer comme pathologique chez le sujet âgé. Cependant, le travail de Sagier à partir des données de Framingham montre que 87% des patients âgés ont un rapport E sur A inférieur à 1, 75% ont un rapport inférieur à 0,86 et 25% ont un rapport inférieur à 0,62. Les études récentes en Doppler tissulaire retrouvent une diminution de l'onde de déplacement de l'anneau mitral contemporain de la phase de remplissage rapide et une augmentation de l'onde de déplacement télédiastolique chez le sujet âgé. Une élévation modérée mais significative des pressions pulmonaires est constatée chez le sujet âgé à partir de 60 ans. L'échocardiographie a un rôle essentiel dans de nombreuses situations cliniques. Compte tenu de la fréquence des calcifications valvulaires et la forte prévalence des valvulopathies, en particulier aortiques chez le sujet âgé, l'échocardiographie a un rôle de choix dans le diagnostic et le suivi des valvulopathies. Le prolapsus mitral est une pathologie fréquente chez le sujet âgé. L'étude autopsique de la Mayo Clinic retrouve 13% de ballonisation mitrale chez l'homme et 17% chez la femme de plus de 90 ans. L'atteinte la plus fréquente est la dégénérescence myxoïde de la valve postérieure. La place de l'échographie transœsophagienne est essentielle pour choisir le type de chirurgie, la morbimortalité de la plastie mitrale étant moindre que celle du remplacement valvulaire. Pour Lewis, la calcification de l'anneau mitral postérieur peut participer au déplacement antérieur de l'appareil valvulaire et à la création d'un SAM dans les myocardiopathies hypertrophiques du sujet âgé. L'insuffisance cardiaque est un problème très fréquent chez le sujet âgé.
Il s'agit par ailleurs d'une population dans laquelle l'insuffisance cardiaque à fonction systolique conservée est particulièrement fréquente. L'échocardiographie a un rôle essentiel dans l'évaluation des fonctions systoliques et diastoliques et donc dans l'orientation thérapeutique. L'hypertrophie ventriculaire gauche est fréquente dans la population tout venant de sujets âgés, compte tenu de la fréquence de l'hypertension artérielle à cet âge. Aussi, l'étude de Framingham rapporte une prévalence de 33% chez l'homme et 50% chez la femme. Dans l'étude de Framingham, la comparaison des données échocardiographiques de 91 vieillards hypertendus avec 139 sujets âgés normotendus retrouve une augmentation modérée de la masse ventriculaire gauche, 110 plus ou moins 2 versus 105 plus ou moins 2 grammes par mètre carré. Les myocardiopathies hypertrophiques ne sont pas exceptionnelles chez les sujets âgés, en particulier avec antécédents d'hypertension artérielle. L'hypertrophie peut être concentrique ou prédominer sur le septum, en particulier au niveau sous-aortique, avec réduction du diamètre de la chambre de chasse du ventricule gauche. Cette myocardiopathie hypertensive est caractérisée par une prévalence élevée d'insuffisance cardiaque congestive avec fonction systolique conservée. Topol insiste sur les conséquences thérapeutiques des myocardiopathie hypertrophiques hypertensives. Les traitements vasodilatateurs sont déconseillés car ils peuvent entraîner des réactions hypotensives sévères, voire un désamorçage de la pompe ventriculaire. En revanche, les agents inotropes négatifs sont indiqués. L'amylose cardiaque sénile est fréquemment retrouvée à l'autopsie du vieillard. Dans la série de la Mayo Clinic, près de 65% des patients de plus de 90 ans présentent cette anomalie. Dans 2/3 des cas, les anomalies sont limitées aux oreillettes. Une infiltration plus diffuse du ventricule, des valves, se voit en cas de maladie associée. L'incidence réelle des manifestations cliniques liées à l'amylose sénile reste donc difficile à préciser. En cas d'infiltration amyloïde, le tableau est celui d'une insuffisance cardiaque globale. Sur le plan hémodynamique, le profil est celui d'une adiastolie avec fonction systolique relativement conservée. L'échocardiographie met en évidence une hypertrophie ventriculaire gauche, un aspect hyperbrillant du myocarde. L'hypertrophie peut également toucher la paroi libre du ventricule gauche. Le flux de remplissage mitral est de type restrictif, grande onde E, petite onde A, TD court. Cependant, un profil d'adiastolie restrictive est observé à un stade avancé d'amylose cardiaque. Une infiltration débutante ne s'accompagne que de perturbations isolées de la relaxation. La fibrillation auriculaire est fréquente chez le sujet âgé, avec son risque thromboembolique potentiel, majoré lorsqu'il s'agit d'une fibrillation auriculaire d'origine valvulaire. L'échocardiographie transthoracique a donc sa place dans la stratification du risque. Quant à la décision d'une cardioversion, elle sera fondée sur l'âge du patient, l'ancienneté de la fibrillation auriculaire et le degré de dilatation de l'oreillette gauche. Une cause cardiaque est retrouvée dans au moins 20% des accidents vasculaires cérébraux. Chez le sujet âgé, 3 anomalies sont plus spécifiquement en cause: la fibrillation auriculaire, les calcifications valvulaires, les débris intra-aortiques. Les débris intra-aortiques sont détectés par échocardiographie transœsophagienne. Ils prédominent habituellement au niveau de l'aorte horizontale et de l'aorte thoracique descendante. Les travaux de la littérature ont confirmé la relation qui existe entre embolie systémique et plaque complexe supérieure ou égale à 4 mm, a fortiori s'il existe un thrombus pédiculé mobile. À ce jour, il n'y a pas d'argument formel en faveur d'une efficacité supérieure des anticoagulants sur les antiagrégants dans cette pathologie, même si certaines études montrent une diminution des événements thromboemboliques sous anticoagulants.
Les autres pathologies aortiques, préférentiellement décrites chez le sujet âgé, sont l'hématome de paroi et l'ulcère athéromateux pénétrant. Ceci se manifeste classiquement par un tableau douloureux thoracique, évocateur de dissection. L'échographie transœsophagienne est l'examen clé de l'exploration de l'aorte thoracique. Il s'agit toutefois d'un examen qui peut être plus mal accepté chez des patients très âgés. Les complications, notamment les réactions vagales intenses, sont plus fréquentes chez le vieillard. L'indication de l'échographie transœsophagienne doit donc être réfléchie en tenant compte de l'implication des résultats de cet examen sur la stratégie thérapeutique. Du fait de la prévalence élevée de la maladie coronarienne chez le sujet âgé, la prévalence des anomalies segmentaires de contraction est également élevée. L'échocardiographie de stress à la dobutamine est un examen fiable et sûr dans cette population et représente une excellente alternative à l'épreuve d'effort, souvent impossible pour des raisons locomotrices. En conclusion, l'échodoppler est un outil diagnostique essentiel dans la prise en charge des nombreuses pathologies cardiovasculaires du sujet âgé. Toutefois, l'évaluation échocardiographique du cœur du sujet âgé est difficile du fait de l'intrication des modifications physiologiques et pathologiques. Soulignons que la mise en évidence à l'échodoppler d'une sclérose valvulaire possède une valeur pronostique péjorative.